Découvrez votre programme sur Public Sénat avec le Bon Coin Emploi Cadre. Bienvenue dans le magazine de l'emploi. Une demi-heure pour répondre à toutes les questions très concrètes que vous vous posez en matière d'emploi, mais aussi de reconversion, de formation, et ça commence tout de suite. Notre road trip à la rencontre des entreprises qui embauchent passe aujourd'hui par Bordeaux, par les vignes bien sûr, mais pas seulement. Qui recrute dans le territoire très attractif de la Gironde, on vous le dit tout de suite. Le secteur des jeux vidéo est très porteur côté emploi. Pourtant, Nathalie a abandonné ce métier à vue de nez palpitant pour devenir artiste verrier. Un drôle de parcours qu'elle nous explique dans quelques instants. Si t'as pas ton bac, tu seras chaudronnier. Voilà ce que ça donne, les préjugés. Chaudronnier-soudeur, c'est un métier mal considéré, mais surtout mal connu. Après avoir rencontré Aurélien, vous allez très vite changer de point de vue. Restaurer des habitations et construire son avenir. C'est l'une des actions mises en œuvre par la très dynamique association des compagnons bâtisseurs en Aquitaine. Des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour décoder le monde du travail. C'est le magazine de l'emploi et ça commence tout de suite. Nous sommes donc en route pour un territoire viticole reconnu dans le monde entier. Une terre de grands crus, située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Gironde, et plus précisément à Bordeaux. C'est là. Il n'y a pas que le vin à Bordeaux. On peut se balader sur les quais tout neufs de la rive gauche, admirer le palais Rohan, ou encore tenter la photo de l'incontournable miroir d'eau. Ce n'est pas dans son reflet que vous allez trouver un emploi. Pour parler non pas de mirage, mais de la réalité du marché de l'emploi à Bordeaux et de son dynamisme économique, il vaut mieux se tourner vers un expert, Johan David. Vous allez bien ? Merci. Cette région Nouvelle-Aquitaine, comme des régions, a beaucoup de spécificités. On a la chance de pouvoir passer ce qu'on appelle vert, bleu, blanc, c'est-à-dire de la campagne à la plage, avec un littoral colossal, et des montagnes. Ça veut dire qu'en termes d'activité touristique, agricole, on a quasiment tous les périmètres. On peut faire du fromage, du cassoulet, tout un tas de choses assez sympathiques. Du fromage, du cassoulet et du vin aussi. La Nouvelle-Aquitaine maintient sa réputation de territoire d'excellence de l'art de vivre. Une notoriété qui la porte économiquement. Sur le département de la Gironde, qui est le plus gros département de la Nouvelle-Aquitaine, département très structuré, avec un développement économique assez important, une super méga ultra locomotive, la marque Bordeaux, non pas la couleur, non pas son équipe de foot, non pas son équipe de rugby, mais le vin. La viticulture, c'est tout ce qui tourne autour du vin, le no-tourisme qui se développe énormément, donc on va créer autre chose que simplement des ouvriers agricoles, simplement des commerciaux, simplement des gestionnaires de châteaux. On va créer tout un champ qui peut partir de Bordeaux et qui est une marque qui nous permet d'être connue à l'international. Une région ouverte sur l'étranger en termes d'échanges, une renommée internationale, et pourtant les Bordelais ont la réputation d'être un peu fermés. Ça a changé ? Alors moi je suis né à Bordeaux, et ça a beaucoup changé, et c'est l'apport des nouveaux qui ont cassé ça. Par contre on a une évolution sociétale, où si je trouve pas la bonne personne qui va me donner le petit coup de main, la petite aide, je vais pas réussir. C'est pour ça que les collectivités, Bordeaux mais d'autres, sur la partie emploi avec nos outils emploi, on fait des zones d'accueil, on dit venez. On va vous faire rencontrer des gens, donc on fait rencontrer sur des sortes de cafés d'échange avec des DRH du secteur d'activité pour les aider et accompagner. Et qu'on soit cadre sup ou pas diplômé, on a toujours besoin de petits coups de pouce. Par rapport à ce que j'ai connu, aujourd'hui l'accueil à Bordeaux est bien plus sympathique. Ça bouge à tout point de vue donc à Bordeaux. Et du côté de l'emploi, de nouveaux secteurs d'activité changent la donne. Le numérique est en train de chambouler tout cela. Qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans? Je n'en sais rien. Simplement à Bordeaux, on est content d'avoir des acteurs de la French Tech qui sont extrêmement innovants. Et puis je prends souvent cet exemple de petite start-up qui a créé quelque chose où j'ai jamais rien compris ce que c'est, personne ne comprend rien ce que c'est, mais ils ont créé, ils ont leur local, ils ont leurs salariés, ils tournent bien parce que ça peut être parfois extrêmement technique et c'est toujours utile. Pour être honnête, nous non plus, on ne comprend pas toujours ce que font les startups de la tech. Mais cela ne nous a pas empêchés d'aller à la rencontre de ces nouveaux, comme les appelle Johan David. Loisir en Chair est une entreprise du digital qui produit une application mobile et un site internet au concept, pour le coup, très clair.
Loisirenchères.com, c'est un site de e-commerce bordelais qui existe depuis 4 ans et demi. On vend aux enchères des prestations de loisirs, de vacances, de gastronomie, de bien-être, de billetterie. Le concept est simple et nouveau. Tout commence à partir de 0 €. L'enchère revient à la personne qui fait la plus forte mise. Vous misez, vous remportez, vous profitez. C'est hyper simple. Hyper simple et très tentant. Remporter des vacances à petit prix en quelques clics, ça motive. E-commerce, tourisme, l'entreprise se développe à vitesse grand V. Aujourd'hui, on a 650 000 membres répartis sur toute la France, plus de 500 offres qui sont, elles, sur la France, l'Europe, voire le monde. Loisirs en Chères, donc c'est 30 personnes. On espère doubler les effectifs d'ici 2 ans. Car l'entreprise recrute encore. On va avoir besoin de profils commerciaux pour ouvrir les régions sur lesquelles on n'est pas forcément présent suffisamment par rapport aux besoins qu'on a spécifiques sur Loisirs en Chères. Le développement va aussi s'accompagner en termes de talent en marketing digital, en acquisition, fidélisation. Et ensuite, le dernier pôle, c'est sur les profils techniques, puisqu'on est aussi en train de travailler sur un outil intelligent qui va nous aider à la planification, qui est le cœur de notre business, planifier les enchères. Nous, ce qu'on adorerait trouver chez Loisirs en Chères, c'est un week-end à Bordeaux avec un passage par la Cité du Vin. Vous ne connaissez pas? Eh bien, on y va. Nous avons rendez-vous pour faire la visite de cet incroyable musée de tous les vins à l'architecture atypique. Alors la Cité du Vin est un bâtiment qui appartient à la ville de Bordeaux et qui a ouvert ses portes il y a un peu plus de 2 ans, en juin 2016, qui est exploité par une fondation reconnue d'utilité publique qui a pour mission de valoriser le patrimoine culturel du vin. Pour travailler dans ce lieu unique, pas forcément besoin de beaucoup de qualifications. En revanche, il y a une petite condition. Les plus forts besoins de recrutement de la Cité du Vin portent sur tout le personnel d'accueil, boutique et billetterie, qui sont des postes en contact avec le public et pour lesquels effectivement un des prérequis est de parler anglais, et qui sont des postes sur lesquels on n'attend pas forcément une expérience passée, mais surtout une envie de participer à notre projet. Et si vraiment cet univers vous passionne, il y a aussi la possibilité de s'impliquer plus encore dans la transmission de la culture du vin. Nous avons tout au long de l'année également des postes de médiation culturelle qui font le lien entre le contenu culturel et notre public et qui ont pour vocation à connaître et le vin et la médiation culturelle. En général, nous attendons des candidats qui connaissent soit l'un soit l'autre. Charge à nous de les former pour qu'ils deviennent médiateurs œnoculturels. Le médiateur œnoculturel est un véritable homme orchestre. Il ou elle coordonne toutes sortes d'activités, programmation, animation ou promotion organisées au sein de la cité. On récapitule, la Cité du Vin recrute des agents d'accueil, des vendeurs boutiques, des commerciaux loisirs tourisme, des coordinateurs et des médiateurs œnoculturels. Des métiers qui peuvent vous intéresser, que vous soyez dans la région ou pas. Pour tous ceux qui pensent que le CIF est une partie de l'anatomie que d'aucuns confient parfois aux bons soins de l'esthéticienne, et pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est un CIF, que l'acronyme commence par un S ou par un C, voici CQFD, la rubrique qui vous dit tout des mots pas toujours très clairs de l'emploi et de la formation. CQFD, ce qu'il faut décoder. Envie d'évoluer dans votre boulot ou de changer carrément? Ça serait bien de suivre une formation, mais vous êtes débordé de travail, alors franchement vous ne voyez pas trop quand. Pourquoi alors ne pas prendre un CIF? Allons bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le CIF est un congé individuel. Il permet au salarié de s'absenter de son poste afin de suivre une formation. Vous voulez évoluer dans votre carrière? Ce congé peut être utilisé pour accéder à un niveau de qualification supérieur. Vous voulez changer de profession? Là encore, vous pouvez prendre ce congé pour suivre une formation ou préparer un examen. Si vous voulez enrichir vos connaissances dans le domaine culturel et social ou vous préparer à l'exercice de responsabilité associative bénévole, vous pouvez aussi prendre ce congé pour vous former. En CDD ou en CDI, tous les salariés peuvent demander un CIF sous certaines conditions d'ancienneté. Comme tout congé, il se prend en accord avec son employeur qui ne peut pas le refuser. Il peut tout au plus le reporter. Un CIF peut durer de 30 heures à 1 an, et pendant ce temps, le salarié est rémunéré entre 60 et 100% de son salaire brut.
Aujourd'hui, on entend parler de CIF, mais parfois aussi de CPF de transition. Allons bon, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la nouvelle dénomination que prendra à partir de janvier 2019 le congé individuel de formation. C'est QFD. Nathalie a 50 ans. Elle en a passé 20 dans les jeux vidéo. Pas pour jouer, non, mais comme graphiste. Le jeu vidéo, c'est un secteur d'avenir, mais pas pour elle. Nathalie a décidé de changer de métier. Elle est passée du virtuel au bien réel. Elle est aujourd'hui artiste verrier et elle va nous expliquer pourquoi. Bonjour Nathalie. Bonjour. Votre reconversion, à vous, ça ressemble beaucoup à un choix de raison. J'ai travaillé 20 ans dans les jeux vidéo. Je suis arrivée dans ce domaine un peu par hasard et au bout de 20 ans, en fait, je suis passée du côté artisanal du métier au côté industriel, process, segmentation de chaque corps de métier pour faire un jeu. Et à un moment donné, j'ai perdu le sens de mon métier. Comment vous êtes arrivé dans ce monde du jeu vidéo? Alors, Qui devait être en plein boom d'ailleurs. Complètement, c'était en 94. C'était les débuts de la production française. Donc ça, c'était intéressant parce qu'il y avait ce côté artisanal, ce côté de bricolage en équipe. Petites équipes d'ailleurs, parce que pour faire un jeu, il fallait être 15. Aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 1000 personnes. La motivation n'était plus là en fait. Non. C'est à ce moment-là que vous vous êtes dit j'arrête? Voilà, au bout de 20 ans. Il y a eu un déclic particulier? J'avais pas le choix quelque part de quitter mon ancien métier où j'étais pas épanouie et j'avais perdu le sens du travail. Vous ne saviez plus pourquoi vous vous réveillez le matin? Non, oui, puis j'avais plus envie d'y aller. Aujourd'hui, vous êtes artiste verrier. Qu'est-ce qui vous plaît le plus par rapport à votre ancienne activité qui n'a rien à voir avec l'ancienne? Alors, pas tant que ça. C'est pas si loin? C'est le travail de la lumière. Le lien que je fais entre les deux, c'est que dans le jeu vidéo, j'ai commencé par éclairer des jeux vidéo, donc des maps. Et toujours ce travail de lumière, ça m'a toujours intéressée. Que vous aviez tout un panel de métiers aussi qui pouvaient faire l'affaire. Bien sûr. Alors j'ai fait un bilan de compétences pour justement essayer de trouver ma voie parce que voilà. Vous ne saviez pas du tout quand vous avez quitté votre ancien employeur? Je savais juste que je ne voulais pas retourner dans l'informatique, le virtuel, tout ce que je ne pouvais pas toucher. Voilà, j'ai fermé la porte du virtuel pour passer au concret, mais là, quel concret? Parce que entre cordonnier, menuisier, tous les métiers d'art, je me suis souvenue qu'en 6e ou enfin très longtemps, je voulais être souffleur de verre. Ah. Alors donc il y a eu un premier déclic. Donc je suis allée voir des souffleurs de verre. C'est pas facile comme métier. J'arrivais à 45-46 ans. Il faut 10 à 15 ans de pratique, donc j'étais un peu pressée. Donc, et puis on a un peu moins de souffle à 46 ans. Et voilà, au niveau physique, c'est pas évident. C'est un métier assez dur. Donc je me suis décalée un petit peu sur le travail du verre à chaud. Je vais faire du verre à froid et j'ai trouvé le vitrail. La formation, elle a consisté en quoi? 80% de pratique et un petit peu de théorie, histoire de l'art, du vitrail quand même. On a vu toutes les techniques possibles et imaginables des artisans verriers ou des vitraillistes. Combien d'heures par semaine, cette formation? Alors au total, c'était 1200 heures. Moi, je l'ai étalée sur 2 ans parce que je me suis autofinancée. Heureusement, j'avais des indemnités de licenciement, mais voilà, je les ai utilisées pour m'autofinancer. Et vous avez fait des stages pendant cette formation? Non, en fait c'est dans un atelier professionnel. D'accord. Donc on est au contact de gens qui travaillent le vitrail avec des clients. Puis parallèlement à ça, on apprend. Le niveau de vie, j'imagine, n'est pas le même que dans votre vie d'avant. Il y a quand même beaucoup de contraintes. Oui, il y a le côté créatif que je maîtrise maintenant. Et puis après, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a tout le côté commercial. Qu'est-ce qu'on fait des pièces qu'on a créées? Ça, vous ne l'avez pas appris, ce domaine-là? Non, pas du tout. Et puis alors, moi, en 20 ans de salariat, j'ai pas du tout... je n'avais pas de notion de toute cette partie commerciale. Comment on fait alors? Alors là, on s'aperçoit qu'on a atteint quelques limites personnelles. Donc on essaye de s'entourer de personnes. Je sais que dans mes prochains projets, je vais essayer d'aller démarcher des concept stores
un peu made in France, artisanat d'art qui se développe beaucoup en France en ce moment. Là, je suis en plein dans la réalité du terrain, donc c'est un peu excitant aussi en même temps. Eh bien oui, c'est ça. C'est compliqué, c'est simple, c'est excitant et en même temps c'est un peu angoissant. Et là, le gros écueil de la fin de formation, c'est de trouver un local pour pouvoir travailler et faire des choses pour après pouvoir les commercialiser. Comment est-ce que vous faites pour vous faire connaître? Alors c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quand même ça vous aide? C'est quand même un espèce de levier pour se faire connaître. Et vous avez un site internet par exemple? Alors j'ai pas encore de site internet, mais j'ai un site Instagram sur lequel je poste pas mal de choses et sur lequel j'échange avec d'autres gens de différents domaines. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir collaborer avec d'autres personnes, avec des menuisiers par exemple ou des serruriers d'art. Bon, on l'a compris, c'est le début d'une toute nouvelle vie. En tout cas, merci beaucoup Nathalie. Merci. Et bien dans le magazine de l'emploi, chaque semaine, nous vous proposons d'ouvrir le champ des possibles et de découvrir un métier. Chaudronnier soudeur, c'est une profession très recherchée sur le marché du travail et pourtant, elle ne fait pas forcément rêver. Sans doute parce que comme moi, vous n'avez qu'une vague idée de ce que c'est. Je pense que vous aussi, vous allez changer d'avis après avoir rencontré Aurélien. À l'école, arrive un moment, je suis devant un mur, la fin des études, on te demande qu'est-ce que tu veux faire. Et j'avais pas envie d'aller plus loin. Et je voulais faire un truc de mes mains. Je me suis orienté vers l'école la plus proche de chez moi. Et rien que les portes ouvertes, ça m'a plu. Et c'est vraiment un métier, un coup de cœur, voilà. Vraiment le coup de cœur du métier. Et ça le restera, je pense, encore très longtemps. Un chaudronnier, c'est une personne qui travaille l'acier, enfin différents métaux, que ce soit donc la découpe, le traçage, l'assemblage. Les chaudronniers, il y en a à la NASA, il y en a qui fabriquent des bateaux, nous ici des camions. Donc nous fabriquons des remorques, des semi-remorques pour poids lourds, des porte-conteneurs. C'est pas rien, c'est un véhicule roulant, de le voir transporter des tonnes et des tonnes. C'est impressionnant et on se dit, on l'a fait. Et ça, c'est de la fierté. Assemblage du châssis, soudure, montage et réglage des essieux, voilà, montage des roues et qui va jusqu'à la peinture. Voilà. Et en fait, avec ce métier-là, tout d'un coup, l'acier, ça devient de la pâte à modeler. À l'aide de machines, c'est sûr, mais n'empêche qu'on en fait ce qu'on veut. Et voilà, et c'est un peu ce côté super-héros. Pour être un bon chaudronnier, c'est vrai qu'avoir une imagination, de se projeter la pièce, parce que là, elle est sur un plan, elle est à plat, il faut l'imaginer dans tous les sens. Hein. C'est ça, la lecture du plan, très important. Alors, c'est pas donné à tout le monde, mais ça s'apprend. C'est un métier quand même, faut avoir de la jugeote, parce que voilà, ça demande énormément de... faut anticiper énormément. Parce qu'une fois soudé, c'est pas de la colle, hein. Ça tient. Le métier de chaudronnier permet aussi de faire de la soudure qui est quand même impressionnante. C'est un peu du spectacle. Dans les positions, il y a des positions, soit il y en a qui arrivent carrément à bouger sans lever leur masque. Mais il fait comment pour marcher? Il y en a, ils lèvent leur masque et ils vont à l'autre point. Il y en a qui bougent en soudant. C'est un peu du spectacle, on voit les étincelles, on se dit mais il a mal, il a fait... Non, ben non, du tout, non. Dans mes, on va dire, temps perdus, le midi par exemple, ou le week-end chez moi, je récupère tous les déchets d'acier et je fabrique des sculptures avec. Et ça, grâce à quoi? À mon métier de chaudronnier. Ça fait marcher l'esprit, la tête, c'est bon. On va prendre le caisson d'attelage. Il est là. C'est quand même un métier où donc c'est un peu lourd, l'erreur est douloureuse. Et je me suis déjà coincé des doigts. J'ai perdu une partie
enfin une partie de mon pouce, mais ce sont des erreurs bêtes. Si on y va tête baissée, c'est la catastrophe assurée. Nous, l'hiver, là, vous allez prendre le tube, par exemple, je sors dehors chercher mon tube, il fait -8, -10. Autant vous dire, vous le prenez avec des gants, le tube. Hein. Et l'inverse l'été, la botte de tube, quand elle est à +40 en plein soleil, elle est brûlante. On va fermer légèrement et après on place tous les tubes. Après, même si au fil des années, le physique s'endurcit, on morphe quand même, mais il y a des installations qui favorisent le geste et la posture, le geste, la posture, très très important. Tu fais la même code des deux côtés. Ça va? Allez, à toi de jouer. Peut-être les mains sales, le bruit, l'acier, C'est vrai que ça commence à être un peu dur. Hein. Nous, on le voit ici, l'embauche est dure. Hein. De trouver un chaudronnier, c'est dur. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ferme-toi tes yeux. Partager le savoir, c'est une partie qui me plaît. Si je lui apprends bien, il va aimer, il va continuer et puis bah voilà, ce métier va durer. J'apprends tous les jours. Y a des choses que moi je pensais bien faire. Même si on ne nous l'a pas appris directement, on l'a vu, on a enregistré et on l'a appris via quelqu'un d'autre. C'est du rêve de gamin. Y a un côté, je dirais, Mad Max. Le côté, comment dire, destroy, des étincelles, un masque. J'ai pas été dirigé vers ce métier. Je me suis dirigé. Je l'ai choisi. Les associations sont souvent en première ligne quand il s'agit d'accompagner vers l'emploi des personnes qui en sont exclues. Les compagnons bâtisseurs agissent un peu partout en France et notamment en Aquitaine. Ils travaillent sur l'insertion par le logement mais aussi par les métiers de la construction. Et ils vont tout de suite vous expliquer comment. Nous sommes des techniciens du bâtiment, en fait on fait de la rénovation, donc on peut faire de la peinture, de la plâtrerie, de la maçonnerie. Et avec ces dispositifs, on va travailler soit avec des familles qui ont des situations d'isolement, on va essayer de rénover leur logement avec elles et de leur apprendre à rénover leur logement pour qu'elles se sentent mieux chez elles et puis qu'elles aient plus de facilité à sortir de chez elles. Nous sommes employeurs en fait de personnes en contrat à durée déterminée d'insertion et ces personnes viennent chez nous pour retrouver une situation d'emploi stable, la plupart du temps travailler. Et nous, ce que l'on leur propose, c'est un contrat où elles vont bien entendu travailler, bien entendu avoir une production à réaliser donc de rénovation. Mais avec cette production, elles vont aussi être obligées avec nous de travailler leur parcours et de lever les freins en fait qu'elles peuvent rencontrer au niveau de l'emploi, qui la plupart du temps sont des freins de logement, des freins de santé, de qualification. Comment ça se passe? Que peut apporter un passage par les chantiers d'insertion des compagnons bâtisseurs? Nous l'avons demandé à ceux qui sont actuellement en formation. Comme j'avais pas de boulot dans le Nord, je suis redescendu sur Bordeaux et j'ai retenté les compagnons pour mon CV, parce que sinon il n'était pas à jour. Ça me permet d'avoir fait de la peinture, repartir dans le bâtiment. Avant, j'étais menuisier PVC, je travaillais dans un atelier. Et à la suite de ça, j'ai un licenciement et j'ai atterri directement ici au compagnon bâtisseur. Je fais quelques chantiers. Par la suite, je découvre plusieurs métiers, quoi. J'essaie de toucher un peu à tout. Trouver un CDI déjà, ça serait bien, parce que ça fait déjà 2 ans que je suis au compagnon. Les bénéficiaires réparent, construisent, se forment, ça c'est sûr. Que se passe-t-il après leur passage par les chantiers des compagnons bâtisseurs pour ceux qui y ont travaillé? Ça demande un peu plus d'explications.
Au niveau des sorties dynamiques, on arrive à avoir des solutions et de formation et d'emploi, on va dire temporaires ou pérennes, pour plus de 50% en fait des publics qui passent par chez nous. Et quoi qu'il arrive, par contre, nous avons résolu l'un des freins ou plusieurs des freins en fait des publics qui eux n'ont pas forcément trouvé d'emploi derrière. Donc on ressort des compagnons bâtisseurs avec au moins un logement, au moins un parcours santé, au moins un travail sur le projet, la qualification et les objectifs en fait d'emploi. Si vous souhaitez contacter les compagnons bâtisseurs ou si vous êtes une association et que vous souhaitez présenter votre initiative, toutes les infos sont évidemment à retrouver sur la page de l'émission via le site publicsena.fr. Avant de se quitter, petit tour d'horizon, des rendez-vous à ne pas manquer dans toute la France pour optimiser vos recherches d'emploi. C'est l'agenda de la semaine. Le 13 novembre à Lannemezan, c'est la 11e édition du salon #Je trouve mon job pour surfer sur la vague du recrutement 2.0. Vous pourrez créer et enregistrer vos CV vidéo, découvrir les derniers outils interactifs de Pôle emploi, mais surtout participer à des job dating. Alors préparez vos CV et vos entretiens et rendez-vous à la salle des fêtes pour séduire les recruteurs régionaux. C'est le moment de faire votre princesse. Vous aimez parader, vous déguiser? À Pantin, le 14 novembre, Disneyland Paris auditionne ses futurs personnages. 40 postes sont à pourvoir. Pour obtenir un CDD ou un CDI, pas de diplôme requis, mais 2 compétences sont attendues, être enthousiaste et plein d'énergie. Le jour de l'audition, la tenue correcte exigée, c'est jogging et basket pour suivre la cadence. Le 29 novembre prochain, direction Marseille, plus précisément l'hippodrome de Pont-de-Vivo, où se tient le Forum Emploi Marseille, vallée de l'Uvaune. À l'initiative de l'Association des entrepreneurs et de ses partenaires, 47 structures proposeront cette année plus de 1000 postes dans les secteurs du BTP, de l'informatique, du commerce, du transport, de la défense ou de la propreté. À l'hippodrome, mettez toutes les chances de votre côté et pariez sur vous-même. Le magazine de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec des conseils pratiques, des infos utiles et de nouvelles expériences motivantes. À très bientôt.